quand on était là-bas, là, on a dit ça, on a fait ça. Mais c'est les soroistes qui ont envoyé ça sur la toile. Ce sont les soroistes que j'étais même hier. C'est nous. Moi, je me mets dedans par humilité. Hein. Sinon, tout le monde sait que qui est qui là-bas. Ou tout le monde savait qui faisait quoi, qui était capable de faire quoi. Mais à partir du moment où tu quittes là-bas, et puis eux, ils veulent montrer aux gens que tu es faux, tu es ceci, tu es cela. Il faut leur montrer aussi que tu as des secrets aussi. Il faut leur montrer que toi, là, tu es aussi prêt, même quand tu es seul. C'est ça qu'on appelle la communication. Ils ont nos vannes. Nous aussi, on a leur var. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre en lumière, non, un élément de duplicité en 2010 de Guillaume Soro dans le jeu électoral. Parce que j'ai écouté Khalifa Parigo qui faisait croire aux gens hier sur le panel de Nana Kaba que Guillaume Soro est parti voir Gbagbo pour lui dire tu m'as fait l'honneur de me nommer Premier ministre, mais ne compte pas sur moi pour poignarder les autres pour toi, ou bien pour te poignarder pour les autres. Ok. Effectivement, Guillaume Soro, il nous a dit ça, que lui, il est parti dire ça à Gbagbo. Revenons de façon terre à terre. On va d'abord se questionner l'intérêt derrière ça. Pourquoi il s'en va dire ça à Gbagbo? Et puis, est-ce que véritablement il a travaillé à ne pas poignarder ni Gbagbo, à ne poignarder ni Gbagbo, ni Bédié ou ni Ouattara dans le dos? Est-ce que c'est ce qu'il a fait réellement? On va écouter d'abord Parigo. Quand on va finir d'écouter Parigo, je vais vous faire écouter Cadet et puis Charles Blé-Goûté. Et puis on va aller dans notre analyse. D'abord, voici ce que dit Parigo sur le panel de Nana Kaba. On va l'écouter en 1 minute, même pas 30 secondes. Quand le président Gbagbo finalement décide de dire c'est Soro qui devient mon premier ministre, le président Soro dit au président Gbagbo ceci. Il dit, monsieur le président, vous me faites l'honneur de me proposer d'être votre premier ministre. Mais je vais être très clair. Je ne vais pas travailler dans votre dos contre les autres, pour les autres, et je ne vais pas travailler aussi dans le dos des autres contre vous. Je vais être un premier ministre de mission. Ok. Je vais faire réécouter. Quand le président Gbagbo finalement décide de dire c'est Soro qui devient mon premier ministre, le président Soro dit au président Gbagbo ceci. Il dit, monsieur le président, vous me faites l'honneur de me proposer d'être votre premier ministre. Mais je vais être très clair. Je ne vais pas travailler dans votre dos contre les autres, pour les autres, et je ne vais pas travailler aussi dans le dos des autres contre vous. Je vais être un premier ministre de mission. Ok. Tapotez les gars, tapotez, on va monter un peu. Tapotez, c'est important. Ok. Gbagbo nomme Soro Premier ministre. C'est un fait. En mars 2007. Maintenant, quand Gbagbo finit de nommer Soro, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Soro, il se lève comme ça simplement pour aller dire à Gbagbo, merci de m'avoir nommé Premier ministre, mais je ne vais pas travailler pour toi contre les autres. Je ne vais pas non plus travailler pour les autres contre toi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on t'a demandé? Est-ce qu'il y avait un intérêt? Prenez l'exemple sur vous-même, ou bien prenons l'exemple sur nous-mêmes. Quelqu'un te nomme à un poste. Et puis toi, tu te lèves comme ça si tu n'as aucune autre intention derrière la tête. En fait, le criminel, là, par des faits, par des gestes, par des propos,
il peut dévoiler un peu son intention de crime. Toi, tu me nommes directeur de ton entreprise. Et puis, je me lève comme ça, délibérément, pour venir te voir un jour. Ah, patron, parce que tu es mon patron. Tu as la société, tu m'as dit, j'ai ma société pour moi. Et puis, je viens te voir pour dire, patron, vraiment, merci de m'avoir nommé directeur, mais tu peux compter sur moi, je ne vais rien voler. Pardon. Tu peux aussi compter sur moi, je ne vais pas voler aussi l'impôt, l'administration pour toi. Est-ce que ce n'est pas une intention que tu viens de dévoiler? Si c'est à moi que tu viens, si c'est moi qui t'a nommé et que tu t'élèves alors que je ne t'ai rien demandé, tu viens me dire merci de m'avoir nommé directeur. Mais patron, patron, mais tu peux compter sur moi, hein, patron. Je vais rien voler. Hein. Non, je ne vais même pas voler même. Je ne vais pas voler ton argent. Je ne vais pas voler aussi l'État. Impôt, magouille, là, je ne vais pas faire ça aussi pour toi. Tu peux compter sur moi. Il y a quelque chose qui n'y va pas. Parce que quand tu vas finir de dire ça, et tu vas te lever pour aller là, ton patron, il aura des idées de toi, en principe. Je peux me tromper sur cette analyse. Donnez votre avis. Parce que c'est ce qui s'est passé entre Guillaume Soro et Gbagbo. Gbagbo t'a rien demandé, il t'a nommé Premier ministre. Il t'a jamais appelé pour te dire, en tout cas tu n'as jamais dit ça aux Ivoiriens, hein, que Gbagbo t'a dit qu'il faut faire ça pour lui, contre Ouattara. Non. Mais tu t'es levé de toi-même pour venir voir Gbagbo pour lui dire, tu m'as nommé Premier ministre, merci. Mais en tout cas, rien, non, je ne vais pas faire de coups louches contre toi. Hein. Non, non, non. Mais il ne faut pas compter sur moi aussi pour faire quelque chose pour toi, pour Ouattara, contre Ouattara ou Bédier. Non, 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 non. Moi, je vais être neutre. Il t'a demandé. Il vient de dévoiler une intention de duplicité. Je ne sais pas si Gbagbo a analysé cette situation. Mais c'était un aveu. Ok. Je réponds d'abord à ça. Allons-y maintenant dans le fond, ou bien au fond. Ça, c'est la forme. Est-ce que dans les faits, tout ce qu'on a pu connaître et tout ce qui était caché qu'on connaît maintenant, est-ce que quand on met tout ça ensemble, est-ce que c'est sûr que quelque part, Guillaume Soro n'a pas comploté contre Gbagbo ou bien pour Gbagbo? Dans les faits. Est-ce que ce qu'il est parti dire à Gbagbo que Parigo vient de dire là-haut, est-ce qu'on ne trouve pas de complot? On n'a pas, depuis 2007, jusqu'à la fin de la crise post-électorale, jusqu'à ce qu'on arrête Gbagbo, est-ce que Guillaume Soro n'a pas fait un jeu bizarre? On va aller maintenant dans l'analyse des faits. Donc, attendez, hein. Parce qu'il y a des choses que je ne tolère plus. Voilà. Ok. Dans les faits, Guillaume Soro nous informe qu'en 2006, ça veut dire avant sa nomination au poste de Premier ministre, avant sa nomination au poste de Premier ministre, Guillaume Soro a informé les gens à Paris ici la dernière fois. Là, il dit qu'en 2006, lui, il est allé voir Ado. Et Blaise était témoin. Pour que ici, il y ait un deal entre les deux. Que Ouattara fasse de lui vice-président du RDR ou bien président du RDR et puis candidat après 2 mandats. Toi, tu as fait ça avec Ouattara. Et en 2008, tu as fait ça avec Ouattara devant Blaise avant d'être Premier ministre. Et en 2008, c'est-à-dire que tu es déjà Premier ministre. Ce deal, vous l'avez renouvelé cette fois-ci devant un guide religieux.
Donc, avant que tu sois nommé Premier ministre, et malgré ta nomination de Premier ministre, tu as revu ou bien retravaillé ce deal. Tu as maintenu ce deal. Alors que tu es déjà Premier ministre, tu es déjà parti dire à Gbagbo que tu ne vas pas comploter contre lui. Mais tu es venu faire un deal avec Ado après ça. Ok. Prenons ça, gardons ça. Ça, ce sont les faits que lui-même a dit. Ça, c'est plus caché. Ça, c'est plus papo. C'est lui qui te dit maintenant, lui, Guillaume Soro. Maintenant, en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter là le témoignage de Blé Goudé Charles. Le troisième fait, c'est Blé Goudé Charles qui nous informe tout récemment, après sa sortie de prison, d'un événement qui a lieu en 2009. On va écouter Blé Goudé Charles. C'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Baba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne vais pas parler. Ok. D'abord, j'ai bien écouté cette interview. Je vais relever un fait. Or, donc, ce jour-là, Blé Goudé n'a pas dit qu'on m'a dit mets-toi à genoux. Il dit que c'est lui-même, de son propre chef maintenant, il se met à genoux pour demander pardon au président et au Premier ministre. Donc, je veux que ça soit clair. Donc, il n'a jamais dit que c'est Nadi qui lui dit mets-toi à genoux, ou bien c'est Soro, ou bien Gbagbo. Personne ne lui a dit. On lui a juste dit présente tes excuses. Et c'est lui maintenant, dans la présentation de ses excuses, il a pris l'initiative de se mettre à genoux. Pour lui, c'était la manière pour lui de vraiment s'excuser. Ça, c'est en 2009. Je viens de vous citer 3 faits. 2006, selon Guillaume Soro, il fait un deal avec le président Ouattara. Blaise est témoin. Il n'est pas encore Premier ministre. 2008, le même deal de 2006 est cette fois-ci encore renouvelé en 2008. Là, il est Premier ministre. Devant cette fois-ci un guide religieux. 2009, il se retrouve au domicile de Nadi. Et Blé Goudé vient de nous décrire le fait de 2009. Ça fait 3 événements. 2010, Blé Goudé, selon Kader Djalasoubako, on va faire écouter. Parce que moi, je donne la parole aux gens. Lui, Kader va nous donner le 4e élément du fait. Ce qui s'est passé en 2010, pendant la campagne présidentielle de 2010. Kader va nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre Blé Goudé et Guillaume Soro et Gbagbo. Il y a une partie qui est importante. On doit pas le temps de faire cette motion-là. Tu vas me dire ça en quelques minutes, c'est pas trop long. Tu as bien dit ici que c'est le président Guillaume Soro qui est intervenu auprès du président Gbagbo afin de faire nommer Charles Blé Goudé dans la direction de campagne de la Je confirme. Et j'ai pris à témoin. C'est Guillaume Soro, les rebelles là qui a fait ça, c'est ça? Je confirme et je prends à témoin le ministre Sidiki Konaté. Ok. Comme lui a pris à témoin le même ministre Sidiki Konaté,
dit que M. Charles Blé Goudé ne disait pas la vérité lorsque ce dernier a dit que Mme Nadine Mamba lui a demandé de se mettre à genoux pour demander au Premier ministre Guillaume Soro. Bon, moi j'estimais déjà que dire ceci, c'était se rapetir, se rabaisser. C'est-à-dire, toi, tu as un groupe politique, on te regarde, on dit, toi, il faut te mettre... Non, ça c'est pas important. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait écouter Blé Goudé. Blé Goudé n'a jamais dit, c'est Nadi qui m'a dit de me mettre à genoux. Blé Goudé n'a pas dit ça. Je viens de vous faire écouter ce que Blé Goudé a dit sur LCI. Il dit, on lui a juste dit, présente tes excuses. Il pouvait s'asseoir pour dire, vraiment, je déplore ce qui s'est passé, je présente mes excuses. Il dit, je me mets à genoux pour demander pardon, pour présenter mes excuses. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre Guillaume Soro, Gbagbo et Blé Goudé en 2010. Ce qui a pu se passer, c'est que pendant que l'élection présidentielle est lancée, nous sommes, ou du moins nous irons en campagne présidentielle, où Guillaume Soro est censé être neutre, selon ce qu'il est parti dire à Gbagbo quand il a été nommé. Comment est-ce que Blé Goudé arrive à penser que pour que lui soit nommé directeur de campagne chargé de la jeunesse au nom du Front FPI, Front populaire ivoirien de Gbagbo, pour Gbagbo, contre Ado? Comment Blé Goudé arrive à s'imaginer que Guillaume Soro serait la personne mieux placée pour aller intercéder auprès du président Gbagbo pour que lui laisse ce poste, afin qu'après la victoire, il ait un poste de ministre? À quel moment, selon vous, est-ce que si Blé Goudé se disait Guillaume Soro, chef de la rébellion, premier ministre, chargé des élections, si Blé Goudé se disait que Soro est neutre, est-ce qu'il allait avoir le courage de venir voir Soro? Attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Donc, à quel moment Blé Goudé peut avoir l'idée, le courage, la bonne foi pour dire non, de toute façon, Guillaume Soro, c'est lui qui est mieux placé? C'est parce que déjà en 2009, on lui avait donné tous les éléments lors de sa convocation chez Nadi pour lui dire Soro travaille pour nous. Donc on peut se confier à lui, il peut faire des choses pour nous. Blé Goudé alors a le courage d'aller voir Guillaume Soro pour qu'il aille dire à Gbagbo de faire de lui directeur du cabinet chargé de la jeunesse. Est-ce que vous savez que en 2010, la jeunesse ivoirienne représentait 70% de l'électorat et que c'est Blé Goudé qui devrait être chargé de cette jeunesse au nom pour le compte de Gbagbo contre Ado. Et c'est Soro qui se bat pour que Blé Goudé ait ce poste. Est-ce que selon vous, c'est ça une position de neutralité? Pardon, on vient de t'écouter. Tu as dit Guillaume serait parti dire à Gbagbo qu'il ne va jamais rien faire contre lui, qu'il ne va jamais rien faire aussi pour lui. Il sera neutre. Et je viens de citer des faits. 2006, lui-même il dit, il fait un deal avec Ouattara. 2008, il dit, il reprend ce deal. 2009, il est reçu au domicile de Nadi pour aller dire à Blé Goudé de s'excuser parce qu'il travaille pour vous. En 2010, il contribue à ce que Blé Goudé soit le directeur de campagne chargé de la jeunesse pour Gbagbo contre Ado. Parigo, est-ce que quand on met tous ces faits ensemble, Guillaume Soro a joué la partialité ici? Ou est-ce qu'il a joué un rôle d'impartial ici? Un rôle impartial, non. Mais mieux, allons au débat. Parigo, quand toi tu t'assois pour parler de ça aujourd'hui, toi tu ne peux pas me dire ça. Tu dis en 2010, lors des élections présidentielles, Guillaume Soro, à côté de la CEI,
vous a tous fourni des téléphones portables. Et que dans ce cadre, toi, tu travaillais avec Bamba Afoussiata Lamine pour lui faire remonter le plus tôt possible, avant que la CEI ait les informations, pour lui faire monter les tendances. Et que Guillaume Soro, en faisant ça, c'était pour justement rapidement réfléchir à sa posture qu'il allait prendre vis-à-vis des deux candidats, parce qu'il avait effectivement un deal avec le camp Alassane et le camp Gbagbo. Mais l'un ne savait pas l'autre pour l'autre. C'est-à-dire, le camp Gbagbo dans sa tête était convaincu que Guillaume travaille pour nous. Même affaire de villa de Guillaume Soro, là, tout ça, c'était une corruption morale pour que l'homme soit avec eux. Parce que, paix à son âme, Ben Mamadou Soumaoro a dit qu'il a écrit une lettre pour adresser à Gbagbo, pour dire ton ami Soro n'est pas avec nous. Et que Gbagbo l'a répondu pour dire Soro et Blaise sont avec nous. À quel moment Gbagbo peut dire ça, selon vous, s'il n'a pas l'assurance de Guillaume Soro? D'ailleurs, est-ce que aller chez Nadi, convoquer une rencontre nuitamment chez Nadi, pour convoquer Brégoudé, Gbagbo, pour venir lui dire, présente tes excuses à faire des désarmements, là, c'est une stratégie, on ne doit pas désarmer, parce que les armes là, si elles doivent tomber, ce ne sera pas contre Gbagbo, mais plutôt contre le camp adverse. Est-ce que ce acte était connu de l'État de Côte d'Ivoire? Officiellement, non. C'est tout récemment qu'on l'a appris nous tous. Est-ce que Guillaume Soro devrait faire un boulot nuitamment avec un camp en 2010? Non. Donc, Parigo, vous pouvez essayer de vous convaincre. Bon, Parigo, moi-même quand je t'écoute, et que tu sais que quand le Seigneur m'écoute, il sait que tout ce que je dis là, toi et moi, on a fini ce débat. J'ai dit, tu m'as dit à moi, Parigo, toi tu m'as dit, que l'erreur que tu as fait en suivant Guillaume Soro, c'est de ne pas être vigilant, que tu n'as pas été vigilant en suivant les pas du ministre d'État Moussa Dosso. Parce que c'était ton bon... Moussa Dosso, c'était ton mentor. Soro n'était pas ton mentor. C'est Moussa Dosso qui était ton mentor, qui a refusé de suivre Guillaume Soro. Tu m'as dit pourquoi lui a refusé, mais que c'est toi qui n'as pas fait attention. Mais l'homme, comme il est ce qu'il est, il ne pouvait pas te dire, selon toi-même, de ne pas suivre Soro. Que mais toi, c'est toi qui devais faire attention à ses faits et gestes. Tu m'as dit que le ministre Dosso Moussa dit qu'il ne peut plus jamais confier son destin à Guillaume Soro. Mais quand toi, ton mentor t'a dit ça, et que toi, tu as pensé autre, mais c'est regrettable aujourd'hui, tu le regrettes. Donc, où tu es là, ce n'est même pas ta place. Tu n'as même pas de place là-bas. Tu peux tout dire, mais quand moi je t'écoute, moi je peux facilement te déconstruire parce que toi et moi, il n'y a pas quelque chose sur Guillaume Soro, sur sa conduite, sur sa manière de faire la politique que toi et moi on n'a pas encore débattu. C'est pourquoi je ris quand tu parles de Guillaume Soro. Donc, je viens de vous faire écouter quelques éléments. Donc, cher frère Parigo, oui, Gbagbo n'a pas demandé à Soro, est-ce que tu vas me trahir ou pas? C'est Soro qui s'élève de lui-même pour aller dire à Gbagbo, ah, je ne vais pas te trahir et je ne vais pas aussi trahir les autres. C'est un aveu qu'il avait une intention derrière. C'est Gbagbo qui a été naïf. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui a été naïf. Il n'a pas été vigilant sur le cas Guillaume Soro. Mais c'est Dieu qui a sauvé Alassane Ouattara. Pourquoi? Je vais vous dire ça. Je serai honnête et j'avoue. Parce que ceux qui connaissent mieux Guillaume Soro, ils ont aimé Ado. Ceux qui connaissent beaucoup la profondeur de Guillaume Soro là,
eux, ils ont aimé d'abord Ado avant d'aimer Soro Guillaume. Amiral Blené que vous voyez, pourquoi il a aimé Soro Guillaume? Selon lui, hein, je le reprends lui-même. Il dit, c'est l'amour des Ado qui m'a fait aimer Guillaume Soro. Amiral Blené. Donc, c'était, même dans 20 ans, lui, Amiral, un jour ou l'autre, il reviendrait au RHDP. C'est nous tous notre cas. On est soroïste ou on a été soroïste parce que Soro a été à un moment donné alassaniste. Les gens posent facilement cette question et c'est bien de poser la question. Pourquoi, quand nous on quitte Soro, on n'a nulle part où aller si ce n'est pas revenir au RHDP? Mais c'est la preuve qu'on est profondément alassaniste avant d'être soroïste. Sauf qu'à un moment donné, on est embourbé dans un combat où peut-être que tu te dis, tu n'as pas tous les levés, tous les éléments, et puis tu te dis, le peu de la partie de la cola que toi tu détiens est la bonne. Et pourtant, quand le jour on va te dire, fais sacrifice de cola, il ne faut jamais prendre une seule partie du cola, parce que la cola, on peut la casser en deux. C'est la cola là, c'est l'entier on prend pour faire sacrifice. Donc le jour dans palabre des deux personnes, tu prends un côté, tu viens de prendre une seule partie de la cola pour faire sacrifice. Ça peut te rattraper. Ton sacrifice là, ça ne sera pas ce que on t'a dit. Parce que justement c'est la cola, mais c'est la moitié que tu as pris pour faire sacrifice. Et c'était ça notre cas. Mais à partir du moment que tu es convaincu, au fil des années, que en fait, tu as pris cola pour faire sacrifice, mais c'était la moitié, ce n'était pas l'entier. Et que désormais, tu as l'autre partie de la cola, tu reprends le sacrifice. Est-ce que ça, c'est compliqué? On vous explique ça, vous ne comprenez pas. On prend toutes sortes d'images pour vous illustrer notre nouvelle posture. D'autres sentent, bon, quand tu es bloqué, tu es bloqué. On ne peut rien faire pour quelqu'un qui est bloqué. Quand la voiture est bloquée, on peut débloquer. Quand la porte est bloquée, on peut la débloquer. Mais quand l'être humain est bloqué, ne t'en fais pas, tu ne peux rien faire. Il n'y a pas de remède à ça. C'est comme quelqu'un qui dort. On peut réveiller cette personne. Mais celui qui ne dort pas et puis ferme les yeux pour faire semblant, si tu veux, il faut les corriger, il ne va pas se réveiller. Ça, c'est le cas des soroïstes. Ils sont couchés, les yeux fermés, ils ne dorment pas, hein. Ils font semblant. Donc ne vous inquiétez même pas. J'étais dedans. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a convaincu pour revenir au GPS, RHDP? Non. J'étais soroïste convaincu. Personne ne pouvait me convaincre pour dire, frère, dans ce que vous êtes là. Vous pensez qu'on nous a pas encore dit ça dans nos oreilles? Frère, laissez ça là, c'est rien. J'ai dit, c'est quand toi-même tu vois clair et que tu rebrousses le chemin. C'est ça on appelle, c'est fini. Bon, depuis Guillaume Soro a quitté Alassane en 2019, février 2019, comptez, février 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans. Donnez-moi le nom d'un seul Ivoirien, officiellement, qui est connu, qui a été ministre ou DG des sociétés, qui a suivi Guillaume Soro, qui a démissionné du système pour suivre Guillaume Soro. Il n'y a pas un seul nom. Mais pire, tous ceux qui au départ l'ont suivi, 99,99% de tous ceux-là sont retournés au RHDP. Parce que justement, je vous dis, tout le monde n'avait pas l'entièreté de la cola. Nous tous, nous avions la moitié de la cola pour mener ce combat de Soro. D'autres sont encore là-bas. Ils ne croient plus au projet que porte Soro Guillaume. Je les connais. On se parle. Khalifa est dedans. Mais pour des raisons X, ils vont continuer le combat. Parce que d'autres, c'est plus la peine. Je vous le dis. Dans la vie, quand tu ne crois plus à quelque chose et que tu es encore dedans, mais tu sais pourquoi tu es dedans? Il n'est pas mauvais de dire, comme je ne crois plus à ça, je me recule, je me retourne, je mets fin à ça. Il n'y a pas,
Ça, c'est un acte d'élégance. D'abord, vis-à-vis de toi-même, d'honnêteté. Les gars, Alassane ne va pas tout réussir en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'il est humain. Ado n'a pas encore tout réussi, parce que c'est humain. Nul n'est parfait. Mais Ado reste aujourd'hui. Le RHDP reste aujourd'hui le moindre mal pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sautent là, ils n'ont aucun projet garantissant l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais comment tu peux croire à quelqu'un qui est capable de s'associer aux voisins pour détruire la maison? Quand vous voyez leur démarche là, au nom de quoi? Parce que la Côte d'Ivoire a gagné hier. Au nom de quoi? Quelqu'un qui se dit ivoirien, parce que je suis opposant au régime, je vais aller prendre le drapeau de Curaçao pour mettre ça sur moi. La Côte d'Ivoire jouait contre le Mali en quart de finale de la CAN qu'on a organisée chez nous. Parmi les soroïstes, d'autres ont brandi le drapeau malien parce qu'on est opposant. Ça, ceux-là, vous voulez croire? Bon, quand ils seront présidents, nous autres, là, on va les applaudir. Dieu va effacer de notre tête tout ce qu'on a vu quand ils étaient dans l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit Guillaume Soro n'est plus apte à gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne peut plus jamais fédérer autour de lui toutes les forces vives de la nation. C'est plus possible. Il est trop clivant aujourd'hui. Le camp Gbagbo, jusqu'à la fin des temps, ne seront plus jamais sincères avec lui. Parce que c'est lui qui est à la base de la dislocation de la grande gauche ivoirienne. Chico, comment tu vas? C'est lui qui est à la base de la dislocation de toute la grande gauche ivoirienne. Mais eux, ils savent ça plus que moi. Parce que Mamadou Koulibaly ne viendra plus jamais dans un parti politique avec Gbagbo. Simone Gbagbo, on n'en parle pas. Afin de oh là là. Et même tout récemment, Awa Don Melo ne fera plus l'erreur de revenir dans une formation politique. D'ailleurs, il est en train de créer un nouveau courant politique qu'on va appeler le souverainiste. Oh, Gbagbo est socialiste. C'est lui qui est à la base, l'épine dorsale de ça. Mais ça s'appelle Guillaume Soro. Ils n'oublieront jamais ça. Mais pour la circonstance, on pensera qu'ils sont ensemble. Mais non, ils en veulent plus à Soro Guillaume qu'à Alassane Ouattara. Je vous le dis parce que j'ai ces informations. Moi, je n'ai pas démissionné du soroïsme par complaisance, mais par rationalité, par cohérence, par principe. Attends, comment nous on peut quitter Ado pour venir être, même pas à la queue de l'opposition, mais pour venir squatter l'opposition ivoirienne? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle squatter? Venir se cacher sous couvert. Moi, la main sur le cœur, je vous jure, si tu m'avais dit que les potentiels que Guillaume Soro détenait et qu'il devait, en démissionnant du système de Ado, qu'il devrait squatter l'opposition, qu'il ne pourrait pas être à la tête de cette opposition, moi, le CENI, j'allais te traiter de menteur. Et c'est tout ça qui a fondé en nous, je veux dire, l'espoir qui peut incarner la République demain. Et que non. Donc, pour moi, il est très clair qu'on ne peut pas être celui qui a fait de Blé Goudé le directeur des cabinets chargé de la jeunesse du FPI en 2010 dans une telle élection et puis venir me dire aujourd'hui qu'il était neutre. Non. Moi, je donne maintenant du crédit à ceux qui nous ont déjà dit que Guillaume Soro avait dealé avec le camp Gbagbo Laurent. Que c'est parce que justement, il avait les tendances qui défavorisaient Gbagbo qu'il a très rapidement travaillé à rebondir ailleurs, donc cette fois-ci dans le camp du président Ouattara. Ça voudrait dire aussi que s'il avait les tendances en faveur de Gbagbo, il pourrait, je dis bien, il pourrait tout faire pour convaincre son armée à le suivre
en soutenant le camp Gbagbo, en leur démontrant leur intérêt, en leur démontrant leur propre intérêt. Parce que Guillaume Soro était à un tournant décisif de son histoire en Côte d'Ivoire, en 2010. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il n'était pas un officiel du FDR. Il n'était non plus un officiel du FPI. Donc quand lui finissait sa mission de Premier ministre et que le président Ouattara, s'il n'y avait pas eu de crise, donnait la primature directement au PDCI comme il avait promis, mais Guillaume Soro deviendrait quoi? Parce que justement, c'est parce qu'il a joué un rôle dans l'établissement de la dignité, je veux dire de la stabilité dans le verdict des urnes que les données ont changé, qu'on a adapté, on l'a intégré dans la gestion de l'État. Donc c'était en quelque sorte pour lui sa part de contribution qu'il a amenée. Donc il était un tournant décisif. Je comprends et je confirme clairement que Guillaume Soro aussi préparait ça. Je rebondis comment? Il fallait donc qu'il joue sur les deux plateaux. Là, en cas de victoire ici, puisque le camp Gbagbo ne pouvait jamais s'imaginer que ce qu'il a entre nous aujourd'hui ne peut pas aussi exister entre lui et Ouattara. Le camp Ouattara, eux, ils avaient des informations aussi pour dire qu'il ne peut jamais faire ça pour le camp Gbagbo. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ça me laisse 15 minutes, mais je vais faire une commission tout à l'heure à la poste. Mon analyse sur cette situation, allez-y dire à Parigo que le débat est lancé, moi je les attends encore. Et je félicite Kader Djarasouba qui fait toujours des révélations qui nous met très à l'aise dans le débat et qui me réconforte aujourd'hui qu'il ne fallait pas croire à Guillaume Soro, il fallait à un moment donné, avec toutes les informations que je détiens désormais, que j'ai fait le bon choix. Le bon choix, c'est de ne pas croire à un projet que porte Guillaume Soro. Ce n'est pas un projet national, c'est un projet personnel. Parce qu'il nous l'a dit. Mais nous, bon, de façon naïve, eux là, ils sont dans une logique. Si nous, on n'est pas dans le débat politique, selon eux, la Côte d'Ivoire devrait s'arrêter pour attendre que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. C'est pour ça l'avancée notable que la Côte d'Ivoire va enregistrer, ce n'est pas de leur goût. C'est-à-dire, aujourd'hui, là. Mais voici des gens pendant la CAN à Abidjan qui priaient que la Côte d'Ivoire perde. C'est-à-dire, quand la Côte d'Ivoire perd, là, eux se sentent à l'aise. Parce que selon eux, quand la Côte d'Ivoire gagne, le nom d'Agbo quelque part là-bas sera collé. Les gars, j'ai été plus que très heureux que la CAN s'est passée de cette façon en Côte d'Ivoire. Mais on a mis tout ça là dans la politique. Donc si aujourd'hui Tidjane Tcham, qui hier a traité Guillaume Soro de serpent, et que pour des raisons de positionnement politique, à un moment donné, se sont retrouvés quelque part dans une coalition en concubinage. Parce que c'est ça. Laurent Gbagbo ou le PPACI était l'homme, le monsieur, et puis il avait deux tisas. On dit quoi? Tisa, non? Voilà. C'est-à-dire la femme légale dans le Front commun pendant les élections, dans leur coalition, c'est le PPACI qui a épousé le PDCI RDA. Mais le PPACI aussi était en concubinage avec le GPS. Parce qu'ils n'ont pas eu d'alliance concrète, officielle, normale. Donc, le GPS squattait la lutte en 2025. Le GPS était la concubine du PPACI ou de Gbagbo Laurent. C'est le PDCI et le PPACI qui ont signé un accord formel. Donc, ils étaient légalement mariés à la mairie devant Dieu et les hommes. C'est l'image qu'ils donnent de leur coalition de 2025. Moi, j'ai dit, si je dois quitter Ado pour aller squatter un combat que Gbagbo est leader, c'est-à-dire, c'est la preuve de ma bêtise politique.
Je dis moi, c'est-à-dire, je quitte Ado par peut-être frustration, parce que ce n'est pas idéologique. Hein. Notre divorce avec Ado, ce n'était pas idéologique. Hein. Je reviens pour dire aux gens, Soro et Ado se sont séparés, ce n'est pas idéologique. C'est pas pourquoi Soro a senti qu'on dirait qu'il n'est pas bien placé encore dans la succession du président Ouattara. J'ai fait la révélation un jour que le président Ouattara, nous on ne savait pas ça. Oui, mon écouteur est connecté. Attendez. Est-ce que, donc depuis là, je parle dans le vide, quoi. Je vais déconnecter l'écouteur. Donc, je vais revenir rapidement. Comme il y a eu une alliance électorale en 2025, il y a eu beaucoup de coalitions. Mais le GPS, n'ayant pas eu un époux légal, un époux qui va la doter légalement, la marier légalement à travers une signature, merci beaucoup Adelph, est venu squatter le couple ou bien le foyer du PPACI et du PDCI qui étaient légaux, qui ont signé un accord légal. Et donc, dans les cérémonies, parce que c'est comme Babo Laurent a 2 femmes en 2025, je parle de politique, hein. Ou bien on dit PPACI parce que les gens ils ont l'esprit trop petit, ils vont venir dire ah il s'apprend à la vie privée du président Babo et voilà. Le PPACI avait 2 femmes, mais il avait légalement marié le PDCI et il se cachait pour aller dormir souvent chez GPS. Donc GPS était la tisa. Donc quand il y a fête à la maison, la titulaire, là, il n'y a pas de problème, elle est là. Mais l'homme venait toujours convaincre la titulaire pour dire, bon, comme j'ai un enfant avec la tisa, on va laisser quand même venir assister à la cérémonie à la maison. Mais l'épouse légale n'a jamais aimé ça. C'est-à-dire le PDCI n'a jamais aimé l'adultère du PPACI contre le GPS pour laisser le PDCI souvent dans le lit conjugal là-bas. Mais PDC faisait avec ça parce que, bon, écoute, mon homme, je suis soumis à mon homme, je marie mon homme, il a eu un accident ou il a eu un enfant avec quelqu'un d'ailleurs, bon, à cause de l'enfant, je vais accepter que la femme vienne lui rendre visite souvent. Donc, c'était un peu truc comme ça. Quand les élections sont terminées, l'épouse légale, donc le PDCI, se retire du foyer conjugal pour dire, bon, écoute, moi, aujourd'hui où je suis là, je vais prendre mon destin en main parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont floues chez toi en tant que l'homme. Bon, c'est vrai que je suis légalement marié à toi, mais tu as des entretiens dehors avec d'autres tisards. Moi, je m'avais. Et quand le PDC claque la porte, sans même formaliser le divorce. Donc, la TISA pense que l'espace est libre. Donc, le GPS pense maintenant que, bon, écoute, s'ils vont, nous, on va s'accaparer le PPACI. Mais, sauf que, jusqu'à aujourd'hui, ça ne colle pas. Il ne peut pas avoir... le gourmet du PPACI, PDCI est toujours là. Alors, si aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en 2025, on sent, je vais dire, un regret au niveau du PDCI qui veut baisser un peu en intensité, qui veut faire qui veut adopter une autre attitude pour faire la politique. Naturellement, le GPS ne peut pas apprécier ça d'un bon œil. Pourquoi? C'est simple. Parce que j'ai dit d'entrée de jeu, tout ce qui peut bloquer
toute bonne initiative en Côte d'Ivoire, sans le GPS, c'est à ça que le GPS va travailler. Et ça, on ne peut pas les en vouloir pour ça. C'est ça la politique. C'est de bonnes guerres. Quand tu n'es pas dans le jeu politique, tu ne veux pas qu'il y ait des jeux politiques. Ce que je dis là, c'est politique pure. Quand toi, on ne parle pas de toi dans le débat politique là, ton souhait, c'est qu'il n'y ait pas de débat politique. Là, à partir de ce moment, on parle de personne, tout est bloqué et c'est toi, c'est ça qui nourrit toi ton combat. Mais à partir du moment, sans toi, le pays avance. Sans toi, on mène les débats politiques. Sans toi, c'est-à-dire quand tu te plains, on dit, bon, mon frère, c'est toi seul tu te plains. Les autres sont dans le débat politique. Regardez le PDCI aujourd'hui. Le PDCI aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont perdu bon nombre de députés qu'ils avaient avant 2025. Au lieu de 60 et quelques, ils sont en 30 et quelques. C'est pas grave. Ils ont quand même des représentants. Donc, ils sont la deuxième force. Même si avec 2 députés, ils sont la deuxième force. Surtout qu'ils ont une trentaine de députés. Ils sont la deuxième force politique en Côte d'Ivoire. Le PPACI, aujourd'hui, est bon. Est-ce qu'on peut parler de troisième force? On peut parler de troisième force, mais on ne va pas se baser sur une étude scientifique. Mais plutôt peut-être sur le parcours de l'homme Gbagbo, qui est ancien président, qui, voilà, un peu dans ce cadre-là. D'accord? Bon, la TISA, on ne parle pas d'elle. On ne parle pas d'elle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'élus. Donc, si on doit faire un débat politique, c'est sur quoi on va se baser pour dire, bon, il faut que ces mouvements ou bien ces partis politiques prennent part au débat politique. Donc, c'est pour ça, quand on dit la politique de la chaise vide ne paye pas, les gens pensent que non, comme ceux-là, tu as besoin de postes, ils veulent être maire, ils veulent être député, c'est pour ça ils disent qu'on est qu'à aller aux élections. Mais enfin, quand on ne va pas aux élections, quand on n'a aucun élu, ni local, ni national, c'est dangereux pour notre survie en tant que parti ou mouvement politique. Ça, c'est indéniable. Tu ne peux pas faire 5 ans sans élu, 10 ans sans élu et sans perspective. Et puis tu penses que tu es politique, il y a un problème. Donc, tout ce qu'on peut prendre pour t'accuser là, comme insurrection, ceci, cela, peut être justifié. Parce que, regardez, moi j'ai écouté Kader Djarasouba. Je n'ai même pas trop parlé de lui, mais je le cite publiquement pour dire quoi. Sur un panel, Kader dit par exemple, notez-le, bon, comme Guillaume Soro l'avait fait par le passé, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. Ça, c'est Kader Djarasouba que je cite. Il n'y a pas quelque chose qui continue de me faire rire que ça. J'ai dit, bon, voici, quand il finit de dire ça, on dit mettez tambour. Eux, ils trouvent leur plaisir dans ça, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit bon, qu'on n'existait que par réseaux sociaux. Kader qui est le chargé de communication adjoint dans le cabinet de Soro, s'amuse à venir dire que, notez, le prochain président s'appelle Soro Guillaume. Si c'est sous les de Paris, je peux dire, bon, écoute, lui, quand il ne dit pas ça, bon, il n'est pas aimé au GPS. Quand il ne vient pas dire des trucs comme ça, je peux comprendre. Si c'est un soulé de Paris, je peux comprendre. Mais un Kader qui dirige la communication publique au officiel de Soro Guillaume, il y a un problème. Donc, pour vous dire quoi? C'est-à-dire, ils n'ont aucun conseiller municipal. C'est-à-dire, le plus petit élu en Côte d'Ivoire, c'est le conseiller municipal. Je n'ai pas dit maire. Hein. C'est vrai, le maire est conseiller municipal. Mais il y a le maire, il y a la municipalité et il y a le conseil. Il y a le maire. La municipalité, généralement, c'est entre le maire et ses adjoints au maire. C'est ça qu'on appelle la municipalité. Et le conseil, c'est le maire, la municipalité et les autres conseillers. Nous, on a, enfin, eux, ils n'ont aucun. Sur tout l'étendue du territoire, on ne parle même pas des députés, on ne parlera même pas du maire ou du conseil, président du conseil régional. Un. Deuxième fait, l'instrument qui peut
les faire rêver, c'est le GPS qui est dissous par décision de justice, s'il vous plaît. Troisièmement, le leader naturel capable de faire gagner, de porter au haut les couleurs du GPS est doublement condamné à 20 ans et à perpétuité par décision de justice. On peut épiloguer dessus, c'est une décision de justice. Bon, nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2026. Donc, nous sommes à 4 ans de l'année électorale. Ok. Le PPACI, enfin, le RHDP aura son candidat en 2025. Le PPACI, peut-être, s'ils n'ont pas encore fait, ils n'ont pas reproduit 2025 en 2030, mon souhait même c'est qu'ils reproduisent 2025 en 2030, c'est-à-dire Babo candidat mais condamné. Ça, c'est vrai. Et puis ils vont continuer à dire aux gens dans les villages, ah c'est eux qui ne savent pas lire, sinon le nom de Babo est déçu. Regardez, on vous montre... Dieu. Quand j'ai vu ça en 2025, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit bon, donc c'est dans ça on veut que moi je sois. C'est-à-dire que Babo est président. Enfin, Babo est le leader de trop c'est trop. Il est condamné, non gracié, et non amnistié, mais gracié, condamné, rayé de la liste électorale. On a fait un enrôlement, la liste provisoire est sortie, son nom n'est pas dessus. On a fait un enrôlement, la liste définitive est sortie, son nom n'est pas dessus. Mais à quelques jours des élections présidentielles, les babouistes tels que Blaise Lasme, il va chez lui à Dabou, et puis il brandit un récépissé, ou bien il brandit un formulaire, sur lequel il décrit Babo Laurent. Il dit, regardez, on vous a dit, le nom de Babo sera sur la liste définitive, regardez, ça est dessus. Et puis les gens ont cru à ça. Et le Conseil constitutionnel a constaté que son nom n'est pas dessus. C'est pas le Conseil constitutionnel qui fait la liste électorale, qui dit, enlevez lui là-dessus, mettez-lui là-dessus. Eux, ils constatent, et puis ils disent, bon, comme j'ai constaté que ça la manque, donc mettez à côté. Est-ce que ça, on peut accuser le Conseil constitutionnel dans ça? Donc, pour revenir à notre mot, éton, voilà, comme on le dit à Abidjan, à nos moutons. Non, on ne dit pas nos moutons, on dit nos mots étons. Donc, la photo de Thiam et de Mme Kandia Kamara, c'est une bonne chose pour la démocratie. C'est une bonne chose pour la cohésion sociale, pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale. Oui. Mais ça peut diviser, il faut comprendre chacun aussi. Mais ça n'enlève en rien le jeu démocratique. Madame Kandia n'est pas la justice, elle n'est pas... Voilà, elle est citoyenne, surtout président du Sénat. Elle ne doit pas avoir de barrière. Même si Guillaume Soro sort quelque part aujourd'hui pour dire, ah, je vais prendre selfie avec toi. Frère, prends. Ça va changer quoi? Sauf que ça rassure. Pour dire, à partir du moment où on peut se parler déjà, c'est qu'on peut régler beaucoup de choses ensemble. Mais quand on ne se parle pas, c'est compliqué. Donc, cette photo n'a pas plu à beaucoup de militants du GPS. Comme je vous l'ai dit, je le répète, eux n'ont aucun intérêt à ce que les Ivoiriens puissent se parler sans que Guillaume Soro n'est pas dans le jeu politique. Leur prière, il faut que tout s'arrête pour que Guillaume Soro rentre d'abord et on reprend la marche, on reprend le débat politique, on reprend les investissements, on reprend le développement, on reprend tout. Mais tant que Soro est dehors, il faut que tout s'arrête. À partir de ce moment, ils sont heureux. Mais la Côte d'Ivoire transcende un individu. La Côte d'Ivoire ne saurait être otage de quelqu'un. C'est-à-dire, quelle que soit sa masse volumique, personne ne peut dépasser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut noter une chose, et je suis convaincu, c'est à ça que je crois, que chaque Ivoirien, tu peux aimer celui-là, tu peux détester celle-là, mais chaque Ivoirien est important aux yeux de la mère patrie. Mais personne n'est indispensable à la marche de la Côte d'Ivoire. Je me répète,
Oui, à partir du moment où tu es ivoirien, il faut être le plus grand criminel du monde sur la terre. Il faut être le plus grand criminel au monde. Mais tant que tu es ivoirien, tu es important aux yeux de la mère patrie. Mais tu n'es pas indispensable. C'est-à-dire, sans toi là, on va partir. Sans toi, on va partir. Donc le jour où tu es fâché, n'oublie jamais ça. Pour dire, comme je suis fâché là, si je me fâche, que les gens disent vraiment calme-toi, il faut te calmer. Parce que si tu te fâches et que tu penses que tant que tu n'es pas calme, tout va s'arrêter en Côte d'Ivoire, c'est faire fausse route. Tu te fous le doigt dans l'œil et tu vas regretter. Il y a quelqu'un qui me dit, tu oublies le micro. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Vos commentaires souvent perturbent un peu, tu oublies le micro. Est-ce qu'il y a un problème de micro, s'il vous plaît? Voilà, moi je ne vois pas. Il y a 10 tapotages, 100 et quelques personnes. Quelqu'un dit, on entend bien. Voilà, donc voilà. Les gens là, d'autres c'est pour perturber. Donc, bravo et félicitations à la photo de Thiam et de la présidente du Sénat, Madame Kandia Kamara. J'ai aimé la photo. J'ai toujours dit que moi, j'ai jamais détesté un Ivoirien. Encore, j'ai jamais eu de haine vis-à-vis d'un seul Ivoirien. Je prie le ciel de m'en éloigner même d'ailleurs, de la haine vis-à-vis de mon prochain, surtout d'un Ivoirien. Mais ce qui est ça là, c'est ça. Hein. Ce qui n'est pas ça, n'est pas ça. On nous a envoyés en pleine mer, en bateau. Mais à partir du moment où tu retrouves la boussole et puis tu peux te sauver, mais tu te sauves avant que le bateau ne se noie. Voilà, les gens vont venir dire, tu disais ça là hier, tu dis ça là aujourd'hui, mais c'est ça la vie. Est-ce que moi, c'est comme ça que je suis né? Allez-y demander à maman pourquoi il est né comme ça, et puis on évolue dans la vie. Est-ce que moi, j'étais comme ça un jour pour m'asseoir et puis on interagisse? Non, le monde évolue. C'est comme un chercheur. Un chercheur. L'homme politique, assimiler un homme politique comme un chercheur. Moi, je suis un homme politique. Voilà, bon, peut-être pas satisfaisant ou bien pas à votre... Mais j'ai dit un chercheur, comme son nom l'indique, c'est celui qui cherche. Qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Et celui qui trouve, il fait comment? Il l'exploite. À partir du moment... Parce qu'il faut être en permanence un chercheur, en train de chercher, en train de fouiller, en train de chercher, à comprendre, à s'instruire, à comprendre les choses. Moi, je vais vous dire une chose, c'est pas là que je vais terminer. C'est pour ça qu'il y a un ami, un ancien ami devenu ennemi aujourd'hui. Je le dis, hein, je n'ai aucune haine contre Parigo. Mais il est déclaré ennemi pour moi. Parce que quelqu'un qui veut atteindre à ton honneur, qui ment sur toi tous les jours, qui ment sur toi publiquement, c'est un ennemi. Wallahi billahi, c'est un ennemi. C'est-à-dire que Parigo a osé dire que lui, il a une fois payé billet d'avion pour moi pour aller en Côte d'Ivoire. Tiens! Ça, c'est fort. Bon, et puis toi-même, tu n'es jamais allé. Depuis que tu es arrivé en Europe, tu n'as jamais mis pied en Afrique. Donc, pour ne pas me perdre, je vais revenir rapidement, je vais terminer par là. Moi, avant, dans ma tête, là, écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Dans ma tête, que c'est l'article 48 que Gbagbo a pris à Pretoria, en Afrique du Sud, là, qui a fait du président Ouattara candidat en Côte d'Ivoire. Moi, ça, c'était dans ma tête. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas l'article 48 qui a validé la candidature de Ado en 2010. Mais plutôt les éléments qui ont constitué le dossier de Ado là, affaire de Ado,
candidat en 2010. Vous savez pourquoi? Parce que les gens disent, l'article 48, allez-y écoutez Gbagbo, il dit, peuvent être candidats aux élections à venir. Des sont de 2005 qui étaient avant là. Tous les signataires de l'INAS Makoussis et tous les Ivoiriens qui peuvent être candidats. Est-ce que celui qui avait 35 ans pouvait être candidat? Parce que Gbagbo a pris l'article 48. Pourquoi? Et pourtant, l'article 48, c'était pour vraiment ouvrir le jeu. Mais pourquoi celui qui avait 35 ans à l'époque ne pouvait pas être candidat, malgré l'article 48? Il fallait prouver que tu as plus de 48 ans, plus de 40 ans, ou 45 ans, là, par ton acte de naissance. Il fallait prouver que tu es ivoirien, malgré l'article 48, par ton certificat de nationalité. Ado a prouvé ça. Il fallait prouver que tu as au moins un parent ivoirien, ou bien, pardon, la constitution c'était ton père et ta mère ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il fallait prouver ça malgré l'article 48. Ado a prouvé ça malgré l'article 48. Parce que Paul Yaoundé, allez-y le réécouter, quand il faisait sa délibération en 2010 pour que Ouattara, Babo, Bédié, tout soit candidat là, Paul Yaoundé a dit, il dit, conformément à tant, vu les pièces tant, Ouattara est déclaré candidat. Ce n'est pas l'article. Il dit, l'article 48, c'est Babo qui l'a pris. Mais, pour être éligible, les pièces qu'on demande, si un manque, tu ne seras pas candidat. Vous savez, quand j'ai su ça, je vais vous surprendre. Vous savez, c'est à partir de quel moment moi j'ai su ça? C'est un jour, dans un débat, ce n'était pas un débat, c'était un entretien avec le ministre Mamadou Touré, sur une chaîne qu'on appelle Afrique Média. Parce que j'avais un ami là-bas, ou du moins j'ai un ami là-bas qui m'invitait souvent, quand il y a des invités de marque, il m'invite à venir poser une question. Un jour même, j'ai posé une question à Guillaume Soro sur la même chaîne. C'est mon ami qui m'a appelé pour dire, Joe, ton mentor sera là aujourd'hui, viens, tu vas lui poser une question. Je vais chercher même cette partie-là. Lors d'une invitation qu'ils avaient fait au ministre Mamadou Touré, et nous, Parigo même était dans ça, c'est ça, il se bat pour dire que lui, il a une fois fait débat avec le ministre Mamadou Touré. C'est faux. Il n'a jamais fait de débat avec le ministre Mamadou Touré. Moi-même, j'étais là ce jour-là. Black Modo était là ce jour-là. Ce n'était pas un débat entre nous et le ministre. Hein? Jamais. On nous a invités pour venir poser quelques questions au ministre. Est-ce que c'est ça qu'on va appeler débat contradictoire? Kakabe même était là ce jour-là. Et donc, moi, j'ai posé la question au ministre Mamadou Touré. C'est moi qui ai évoqué ça. Je crois bien, si mes souvenirs sont exacts. L'article 48. C'est là que le ministre nous explique que, attention, peut-être que il y a des choses qui vous manquent. Vous avez des éléments qui ne sont pas bien corrects. Mais voici. Il dit, je vous invite, après l'échange, allez-y vérifier. Moi, après ça, là, je suis allé vérifier pour voir clair dans cette affaire de l'article 48. Ce n'est pas ça qui a fait de Ouattara candidat. C'est le Conseil constitutionnel au vu et au su de toutes les pièces justificatives. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est par là que je vais mettre fin à notre entretien de cet après-midi. Merci à ceux qui ont suivi. En tout cas, je suis toujours honoré de passer de bons moments avec vous.